Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important qui est le travail des émotions. Je vais mettre en perspective ma culture de naissance qui est la France et je vais mettre en perspective également la culture dans le pays dans lequel je vis qui est l'Ukraine. Alors en France, on a avec les émotions un peu un problème, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le contrôle. C'est une culture qui valorise beaucoup le rationnel, la raison, tout ce qui est logique, toutes les connaissances sémantiques, les connaissances générales. On est quand même dans le pays de Descartes, c'est-à-dire je pense donc je suis. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Ça nous appartient, c'est vraiment une spécificité qu'on a. Mais ça génère aussi pas mal de points faibles, et c'est ça que je voudrais mettre en avant. C'est-à-dire que ce qui me dérange beaucoup, c'est que de considérer l'émotionnel en France comme acquis, voire, dans le pire des cas, considéré comme de la faiblesse, parce qu'on a une certaine pudeur et qu'on veut pas montrer nos émotions, parce que c'est être faible de montrer nos émotions. Ça génère pas forcément des bonnes choses, parce que, certes, il y a un vernis social en France qui fait que, les gens sont quand même un minimum souriants, etc. Mais, je veux dire par là, ça génère beaucoup de solitude, parce que quand on filtre toutes les émotions par la raison, on s'en occupe pas vraiment. Quand je disais c'est un vrai problème de considérer ça comme acquis, c'en est un, parce qu'on s'intoxique intérieurement si on ne fait pas ressortir ses émotions. Alors en Ukraine, c'est le monde opposé. Les gens vivent ici par l'émotionnel. Les rapports sociaux c'est frontal, c'est direct. Si quelqu'un vous aime, vous le savez tout de suite. Si quelqu'un vous aime pas, vous le savez également tout de suite. Il n'y a pas de pudeur au sentir de la tristesse, avoir de la colère ou avoir un sentiment de reconnaissance ou simplement de la joie envers quelqu'un. On sait le manifester, on manifeste sans aucun problème. Au final, personnellement, et c'est mon point de vue personnel, je pense que c'est beaucoup plus sain parce que les Ukrainiens vivent d'une manière très très différente que les Français. Alors je vis la guerre comme les Ukrainiens. Ici à Kiev, on a des bombardements massifs, les alarmes, on a absolument, comme partout en Ukraine. Ce que je suis frappé, c'est de voir la force qu'ils ont à l'origine. Et justement, c'est très trompeur parce que nous, en France, on imagine que faire sortir ses émotions, c'est quelque chose de faible, d'une faiblesse pour certains, alors qu'en fait, ici, on s'aperçoit que c'est une énorme force. Quand je disais que le fait d'être dans la tête, ça fait générer de la solitude. Ici, il y a une solidarité avec tout ce qui se passe et les drames qui se passent tous les jours, une solidarité qui est considérable. Parce que les gens savent tisser des liens par l'émotion, ce qui fait qu'il y a une émotion collective ici. Les gens sont généralement beaucoup sur la même longueur d'onde. Donc il y a une énorme différence. Moi simplement, après des bombardements massifs, je me souviens, le lendemain, il y a une école à côté de chez nous où les enfants jouent comme si rien n'en était. Et c'est cette culture-là du moment présent. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas simplement pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire que la musique est liée au temps, elle est liée au moment présent. Et si vous voulez incarner une émotion, vous avez plutôt intérêt à vous lier à votre propre émotionnel pour être dans l'instant. Et ce qui peut bloquer, c'est éventuellement ça. Alors, je vais revenir un peu à la musique maintenant. J'ai vu passer une information, alors je suis pas du tout dans les temps, parce que l'information, elle était en début d'année, comme quoi il y allait avoir des cours d'improvisation de manière très systématique dans les conservatoires français, qui aurait même un diplôme à la fin, etc. Tout ça, pour moi, c'est un moyen. L'improvisation est un moyen. Je pratique l'improvisation depuis plus de 30 ans, donc c'est un domaine que je connais plus que bien. Et c'est une très bonne nouvelle pour les conservatoires français. Le problème, c'est que c'est juste un moyen et c'est pas le fond du problème pour moi. Là, je vais être un peu direct, mais en Ukraine, en fait, c'est le berceau des plus grands pianistes de l'histoire. Ici, à Kiev, est né Vladimir Horowitz. Alors, contrairement à ce que certains peuvent penser, il ne savait pas du tout improviser. Vous avez dans l'oblast à côté Jitomir et la ville de Jitomir, et c'est le berceau natal de Sviatoslav Richter, rien que ça. Si vous prenez Odessa, dans le bas de l'Ukraine, là, je peux vous en citer plein. Ne serait-ce qu'Odessa, vous avez Emil Gilels, Bueno Moisevich, peut-être l'un des plus grands de l'histoire, qui est Simon Barère. Je peux prendre tous les oblasts de l'Ukraine et je vais vous trouver des musiciens absolument stratosphériques partout. Si je vous raconte ça, c'est aussi parce que en Union soviétique, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'improvisation était interdite. Ici, en Union soviétique, on n'avait pas le droit d'improviser et c'était pas 135 € d'amende qu'on risquait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a eu toute une période extrêmement cadenassée et verrouillée pour plein de choses. Et moi, je pose la question, j'ai la réponse, mais comment se fait-il que les plus grands communicants de l'histoire du piano soient
des Ukrainiens ou des Russes ou des Slaves de manière générale, alors qu'ils avaient interdiction de pratiquer certaines pratiques musicales comme l'improvisation. Si j'ai expliqué un peu la manière de fonctionner des Slaves ici, c'est justement pour que vous puissiez un peu entendre un peu ce que je vous raconte par rapport à cette histoire. On a la même chose chez les compositeurs. Si je prends par exemple les impressionnistes, si on part des compositeurs, eh bien Debussy, Ravel, Satie, Déodat Séverac, Gabriel Dupont, enfin ceux qui ont participé à cette révolution, ont très souvent, vous remarquerez, imité l'eau sous toutes ses formes. Les jeux d'eau de Ravel, Jardin sous la pluie de Debussy, Reflet dans l'eau, même Satie, dans Sport et divertissement, il y a une pièce qui s'appelle Le bain de mer. Donc on se retrouve vraiment et on imite avec le piano le son de l'eau. C'est des moyens, moi, que j'adore, je trouve ça fantastique. Mais si vous prenez un autre compositeur qui est fantastique, qui est Alexandre Scriabine, bah lui, il va sculpter le feu vers la flamme, poème de feu, qui est le fameux mythe de Prométhée, où il vole le feu aux dieux pour le donner aux humains. Enfin, c'est pas du tout la même source d'inspiration, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même couleur d'âme. Et si je reste sur Scriabine, par exemple, si vous prenez tous ses élèves, Nikolai Boukov, qui a carrément recréé comme Scriabine un nouveau système harmonique, Ivan Wishnegradsky, qui lui a carrément inventé un nouvel instrument pour pouvoir réaliser son nouveau système harmonique également, Sabanaïev, Julian Scriabine, ou éventuellement même Boris Yatoshinsky, qui est un Ukrainien qui a un rapport avec Scriabine assez particulier, enfin qui a un lien avec Scriabine. Tous ces compositeurs étaient au taquet de ce qui se faisait en termes de technique de composition, c'est-à-dire qu'au niveau harmonique, c'est très difficile de trouver au-dessus. Et pourtant, l'essence de leur musique était complètement habitée par un feu intérieur qui est très, comment dirais-je, très différent de ce qu'on a à l'Europe de l'Ouest. C'est une esthétique qui est très différente. En France, on a cette esthétique de l'effleurement qui est tout aussi intéressante. On suggère les choses, on les dit pas vraiment, faut les deviner, etc. Mais encore une fois, c'était pour mettre en avant, en exergue les vraiment différences fondamentales qu'il y a entre les Slaves et justement les Latins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a avec les réseaux sociaux une pression qui est assez forte pour comment dirais-je, essayer d'être le mieux possible. Il y a des coachs un peu partout maintenant. Il y a une phrase que je déteste absolument qui est « Soyez la meilleure version de vous-même ». Eh bien, je vais vous poser une question. Si Chopin avait été la meilleure version de lui-même, est-ce qu'il aurait écrit ce qu'il a composé? Moi, je pense pas. Bon, certes, c'est encore un slave, mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces génies de la composition et les génies musicaux ont transcendé un peu leur vie intérieure, ils connaissaient l'âme humaine parfaitement et ils l'ont sublimée à travers les sons. Et que si vous voulez vous intéresser au piano, si vous voulez vous intéresser à la musique, il y a un vrai travail à faire intérieur. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves aussi. La psychologie des émotions, c'est quelque chose de très important dans l'apprentissage musical. Alors, je pourrais dire aussi que c'est pas seulement pour le piano, parce que moi j'ai suivi des études d'harmonie, d'écriture, en fait dans les conservatoires importants en France, et j'ai été aussi l'élève également d'un pianiste de jazz qui a eu son importance, qui était Bernard Maury. Je l'ai eu 4 ans, je crois, comme prof, et bon, j'ai appris tout avec lui dans le domaine du jazz en ce qui concerne l'harmonie. Mais encore une fois, c'était tous les musiciens que j'ai croisés dans le domaine théorique restaient qu'au stade de la tête, c'est-à-dire vraiment au stade intellectuel. Pour moi, aujourd'hui, ça me dérange un peu de rester qu'à ce stade-là. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai parlé tout à l'heure de Sviatoslav Richter. Ce pianiste a séché les cours d'harmonie, c'est-à-dire qu'il a pris très peu de cours d'harmonie, et je pense qu'il ne comprenait pas toujours ce qu'il jouait, d'un point de vue harmonique. Il avait sûrement les bases, mais il n'était pas dans cette compréhension-là. Il avait une compréhension émotionnelle des œuvres, c'est-à-dire qu'il était capable de lire entre les lignes. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant pour moi, parce que la pensée, elle a un carburant. Et cette pensée, son carburant, c'est l'émotion. Chaque phrase que vous dites, chaque pensée que vous avez a son carburant émotionnel. Vous enlevez l'émotion, vous enlevez toute la vie qu'il y a dans votre tête. Donc ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas développé à l'Ouest. Ici en Ukraine, je peux vous dire que les musiciens, ils n'ont pas besoin de faire de l'improvisation, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour expliquer que ma méthode est, comment dirais-je, basée sur la psychologie des émotions. Je ne fais pas que ça avec mes élèves, mais c'est une part aussi qui devient importante, parce que quand vous faites vous apprenez un instrument, même en amateur, eh bien, pourquoi il faudrait juste appuyer sur des touches et respecter la partition, et je vois pas le plaisir qu'on peut avoir à faire ça.
Sincèrement, quand je joue des pièces, peu importe, si je passe 1 heure à jouer du Chopin, je me dis, mais je suis la personne la plus chanceuse du monde d'avoir accès à toutes ces émotions. Parce que c'est ce que je souhaite et ce que je veux pour mes élèves. Parce que le commun des mortels, généralement, n'ont pas accès à ces émotions. Et je vais essayer de préciser un tout petit peu mon propos. La musique n'est pas un langage abstrait, absolument pas. Ce n'est même pas un langage des sentiments. Pour moi, c'est un langage de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un langage qui est encore plus précis que les mots. Quand vous jouez de la musique, quand vous jouez celle de Chopin ou d'un autre compositeur, comme je disais tout à l'heure, ce sont des compositeurs qui ont tout compris de l'âme humaine et que quand vous lisez une partition, vous vous lisez vous-même en même temps. C'est un processus très particulier. Et quand on commence à rentrer là-dedans, eh bien, on se découvre soi-même et on commence à vivre des émotions et à découvrir, des éventails, des dégradés émotionnels qu'on ne soupçonnait pas. Et ça, c'est une richesse considérable parce que c'est un vrai travail sur soi. Et quand vous vous mettez au piano, vous aurez une autre approche que simplement juste jouer des notes et respecter le rythme. Si vous en avez marre de jouer d'une manière mécanique, si vous en avez marre justement d'aligner juste des partitions pour aligner des morceaux, si vous voulez rentrer dans une autre dimension du son et d'avoir d'autres expériences beaucoup plus vivantes, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandredehaies.fr ou bien en direct sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite de belles émotions.